Bonsoir, chers internautes. Bonsoir, chers élèves. Bonsoir, chers invités. Et bonsoir, chers professeurs. Nous revoilà aujourd'hui, mercredi 12 juin 2024, pour une autre session de synthèse, cette fois-ci avec la philosophie. Nous recevons aujourd'hui un professeur éminent venant de la région de Saint-Louis. Comme nous vous l'avions dit, nous allons essayer de prendre dans chaque partie du Sénégal un professeur chevronné, un professeur qui a de l'expérience, ce qui a poussé aujourd'hui à ces hommes d'aller creuser jusqu'à dans l'IA de Saint-Louis, plus précisément au lycée de Gando, pour recevoir un professeur dénommé Papa Déthié, professeur de philosophie au lycée de Gando de Saint-Louis, qui va recevoir aussi une autre invitée, un autre professeur expérimenté. Comme nous vous l'avions dit, chers internautes, cet homme est là pour accompagner les élèves, cet homme est là pour accompagner la société éducative. Nous allons essayer de présenter nos remerciements à Madame la Présidente Manuelle Diakhaté. Nous présentons aussi nos remerciements à notre partenaire Amina Diagne, directrice et fondatrice de Minapro, qui nous a donné sa licence pour assurer et animer ces synthèses. Sans oublier aussi notre coordonnatrice générale, Aïssatou Ndiaye, qui s'occupe de tout ce qui est coordination des synthèses. Donc, nous allons essayer de recevoir tout à l'heure notre cher invité, M. Papa Déthié, et qui va tout à l'heure introduire aussi son invité, Mme Nato Sadji. Donc, M. Jean, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Khalidou. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord, avant d'entrer dans le sujet réuni aujourd'hui, adresser mes sincères salutations et remerciements à tous ces noms et vous témoigner de mon engagement et de vous accompagner dans toutes les missions que vous entretiendrez dans l'avenir. Alors, aujourd'hui, donc, l'occasion nous est coordonnée pour réfléchir avec nos chers candidats sur la méthodologie de la dissertation. Comme à l'accoutumée, chaque année, nous prenons des thèmes et nous y réfléchissons ensemble. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur de philosophie, Oussadi, professeur au lycée Limodac ou ex-Limodac, Sergent Malamine Camara. C'est une collègue, une sœur d'esprit assez pertinente et je voudrais tout simplement attirer l'attention de tous les candidats au bac de bien sûr cet exposé qu'elle va faire en ce qui concerne la dissertation, plus particulièrement en administrant des conseils pratiques pour les candidats. Donc, sans plus tarder, je demande à Madame Dia Ndeyna Sadji de se présenter et d'entrer dans le vif du sujet, précisément la dissertation et plus particulièrement quels sont les conseils pratiques qu'il faudra souligner, administrer à nos chers candidats. Madame Dia, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Dia. Bonsoir à tous. Bonsoir à toute l'équipe de CENOM et tous mes remerciements pour m'avoir choisi pour présenter aujourd'hui une synthèse sur la méthodologie de la dissertation philosophique. Je suis, comme M. Dian l'a dit, professeur de philosophie au lycée Sergent Malamine Camara. Et nous sommes pratiquement à la veille des examens. Et il est plus que pertinent de présenter ce thème-là aux élèves pour au moins qu'ils puissent en tirer des enseignements pratiques. Et je trouve la démarche très pertinente dans la mesure où on a l'habitude de faire des synthèses sur les leçons qui ont été déroulées en classe tout au long de l'année. Mais cette fois-ci, c'est sur la méthodologie de la dissertation philosophique. Et souvent, les élèves rencontrent quelques écueils
hein, dans la pratique de cet exercice phare de la discipline, surtout en terminale. Donc, aujourd'hui, de manière synthétique, nous allons dégager les grandes lignes de cette méthodologie-là et puis mettre surtout l'accent sur les conseils pratiques, c'est-à-dire sur comment réussir la dissertation et en s'appuyant sur des règles basiques qui peuvent permettre aux élèves effectivement de bien mener leur réflexion et de faire une production quand même qui soit acceptable. Voilà, ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que la dissertation philosophique est un des exercices qui est proposé aux candidats au bac avec le commentaire de texte philosophique. Et c'est un exercice qui est assez spécifique parce que c'est ce type d'exercice-là également qu'on trouve dans d'autres disciplines telles que l'histoire, telles que l'épreuve de français, par exemple. Mais elle est différente en ce qu'elle requiert un certain nombre d'exigences et un certain nombre de règles. Exigences et règles sans lesquelles on ne peut pas parler d'une production de réflexion philosophique à proprement parler. Donc, il nous faut d'abord comprendre ce qu'est l'esprit de la dissertation, quels sont les objectifs, objectifs autant pour moi que visés par la dissertation, et comment les élèves peuvent s'approprier cet exercice-là pour mieux le réussir à l'examen. Donc, ce qu'il faut d'emblée comprendre, c'est que la dissertation philosophique est un exercice de réflexion intellectuelle. Et quand on parle c'est un exercice intellectuel, un exercice de réflexion personnelle et qui est destiné à répondre à une question par l'examen des différentes dimensions qui la caractérisent. Et l'un de ces aspects ou l'une de ces dimensions est essentiellement le problème qui est contenu dans le sujet de dissertation. Qu'est-ce à dire? Cela veut tout simplement dire qu'un sujet de dissertation philosophique n'est jamais banal si ce sujet-là comporte tout le temps un problème. Et c'est ça qu'il faut d'abord comprendre. Qu'à chaque fois qu'on présente à l'élève un sujet de dissertation philosophique, ce sujet-là interpelle sa capacité de réflexion, sa capacité à pouvoir solutionner un problème qui se présente à lui. Donc, souvent, les élèves ont cette propension-là, non seulement à ne pas comprendre quel est l'esprit véritable de cet exercice-là, mais aussi à penser que c'est un exercice où il faut restituer un certain nombre de connaissances. Cela ne suffit pas. Déjà, il ne faut pas restituer, donc il faut réfléchir. Et comment réfléchir? Et pourquoi réfléchir? Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles les élèves doivent s'attarder avant d'entamer cet exercice-là à l'examen. Donc, cet exercice-là comporte, comme dans les autres disciplines, plusieurs étapes. C'est un exercice qui comprend 3 parties, l'introduction, le développement et la conclusion. Dans l'introduction, et c'est ce point sur lequel nous allons vraiment nous appesantir aujourd'hui, il y a également différentes étapes à respecter, tout comme dans le développement et dans la conclusion. Maintenant, pour l'introduction à proprement parler, il y a d'abord la première étape qui est une étape essentielle parce que c'est l'amorce
de la réflexion, c'est l'amorce de la prise en charge du sujet. Cette première étape-là est dénommée la contextualisation, c'est-à-dire c'est l'entrée en matière. Hein, on aborde, c'est la contextualisation. Pourquoi contextualisation? Parce qu'on place le sujet dans un contexte bien précis, dans un contexte bien défini, et c'est pour fixer les limites du sujet et éviter que, par exemple, que la réflexion ne parte dans tous les sens. Et cette contextualisation, elle peut se faire différemment. Il y a différentes manières d'aborder la contextualisation. Celle qui est la plus usitée et qui est celle qui est suggérée d'ailleurs à l'examen, c'est d'entamer la contextualisation par la définition. Parce que n'oublions pas que cet exercice-là également requiert une certaine capacité, à savoir la capacité à conceptualiser des notions. La définition est vraiment l'occasion pour développer cette capacité-là. Donc, la définition, c'est-à-dire dégager le sens des termes essentiels qui composent le sujet, donner leur signification. On ne définit pas également n'importe comment. On doit d'abord relever les termes essentiels qui composent le sujet et les définir. Et cela suppose au préalable qu'on fasse d'abord une analyse du sujet qui est un travail préparatoire à dérouler au brouillon. Et cette analyse du sujet-là nous permet, avec la définition des termes clés, de voir la nature des rapports qu'il y a entre ces termes clés-là. C'est une manière de faire qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que ça permet non seulement de pouvoir signifier les termes essentiels du sujet, mais également en même temps, avec l'étude de la nature des rapports, des différentes notions qui composent le sujet, de pouvoir dégager, esquisser le problème que recèle le sujet. Donc, l'étape de l'analyse, elle est essentielle et fondamentale. À part la définition, on peut aussi, avant même d'en arriver aux étapes, restons avec la définition. Dans la définition, il ne s'agit pas de définir n'importe comment. Il faut, lorsque on a des termes à définir, parce que souvent les notions en français sont polysémiques, c'est-à-dire c'est des termes qui revêtent plusieurs sens, et on le comprend bien que un nom, une notion n'a de sens que dans le contexte dans lequel il est, que selon le contexte dans lequel il est utilisé, autant pour moi. Donc, on doit, lorsque on définit les notions, voir quel est le sens le plus adéquat. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire voir le sens qui est conforme à l'orientation même du sujet. Par exemple, je donne un exemple pratique. Si vous avez le sujet, la philosophie ruine toute certitude. Qu'en pensez-vous? Par exemple, un type de sujet connu. La philosophie ruine toutes les certitudes. Qu'en pensez-vous? Lorsque vous définissez la philosophie, vous savez que la philosophie, elle peut se définir comme art de vivre, elle peut se définir comme réflexion critique, elle peut se définir comme amour de la sagesse. Donc, entre amour de la sagesse, réflexion critique, art de vivre, lequel sens choisir lequel sens affecté à la philosophie. Donc, lorsqu'on dit ruine toutes les certitudes, effectivement, on sait que c'est l'aspect critique de la philosophie qui remet en question, qui remet en cause les certitudes établies. Et dans ce cas-là, on va choisir, au lieu de dire la philosophie, définir le terme philosophie comme art de vivre ou définir le terme philosophie comme amour de la sagesse, on va préférer plutôt le sens le plus fort, c'est-à-dire la philosophie comme étant une réflexion critique. Donc, hormis la définition, on peut aussi, et lorsqu'on définit toujours, je reste toujours dans la définition, lorsqu'on définit les termes, c'est souvent deux termes qui composent le sujet, ou trois termes essentiels qui composent le sujet.
lorsqu'on les définit dans la contextualisation, on ne doit pas juste les superposer, c'est-à-dire les juxtaposer. Il faut montrer, par exemple, donner un sens à la philosophie qui montre qu'elle est critique. Et maintenant, lorsque vous définissez, par exemple, ce terme ici, dans ce sujet précis, certitude, donner une définition de la certitude qui peut s'opposer à la nature même de la philosophie. Donc, on voit nettement que les deux définitions-là ont des rapports contradictoires. Et on peut, lorsqu'on définit dans la contextualisation, les séparer par des adverbes. Par exemple, quand on définit la philosophie comme réflexion critique, après on revient, on dit tandis que la certitude peut être définie comme une croyance établie, etc., comme une vérité établie, etc. Donc, dès l'instant qu'on lit les deux définitions, on voit nettement qu'il y a un paradoxe qui est mis en exergue. Et c'est à partir de là que jaillit véritablement le problème qui est une autre étape de l'introduction. Donc, je reste toujours dans la contextualisation, soit on contextualise par la définition, soit on va contextualiser par une citation. Là également, c'est un choix très pertinent parce que non seulement l'élève va faire montre d'une certaine culture philosophique, et la citation, elle n'est pas évidente du tout, donc il faut vraiment avoir une certaine maîtrise hein, de son sujet pour pouvoir choisir une citation Madame qui Dia, soit... Oui. Voilà, bon, sinon, pour moi, j'étais à votre écoute pour qu'on aille ensemble avec... J'étais à votre écoute pour qu'on aille ensemble avec le PowerPoint. Oui, là, je vois pas... Je voilà, ne vois pas... C'est vous qu'on attendait, hein, c'est vous qu'on a partagé. OK. Et c'est vous qu'on attendait pour que vous nous donniez le signal pour qu'on avance, pour qu'on reste sur place. Ah, je n'avais pas compris. Là, j'ai vu que l'écran ne bougeait pas du tout, donc j'ai continué l'exposé oral. On était à votre écoute. Ah, je suis d'accord. Maintenant, je vais retourner jusqu'à là où vous êtes. J'en suis à la contextualisation, dans l'introduction. Voilà, très bien. Ah, maintenant, bon, je vous suis, bon, à tout moment, si vous voulez que j'avance, bon, je vous suis et... J'entends pas bien. J'ai dit donc, maintenant, bon, je vous suis, on va mener ensemble donc. Très bien. Donc, dans la contextualisation, j'ai parlé de la définition des termes, du sujet. Vous y êtes? Allô? C'est bon? C'est bon. D'accord. C'est bon. Donc, au niveau de la contextualisation, j'ai dit qu'il fallait définir et on peut également faire une citation pour amorcer la réflexion. C'est bon? OK. Je peux continuer? Allez-y, vous pouvez continuer. OK, donc je disais que on peut utiliser une citation, mais la citation doit être très explicite et doit être en accord avec le sujet. On ne peut pas utiliser et faire le choix d'une citation qui n'a pas un rapport explicite avec le sujet. Hormis la citation, on peut aussi partir de l'opinion commune, c'est-à-dire de ce qui est généralement admis hein, à propos de la question qui nous est posée. Hein, mais dans tous les cas, l'idéal, c'est vraiment d'opter pour la définition. Donc, lorsqu'on a campé la contextualisation, souvent, l'erreur que les élèves font, c'est qu'ils pensent qu'avec une seule phrase, on peut contextualiser.
Et donc, ils font une contextualisation très, très sommaire, hein, qui n'explicite pas du tout le sens du sujet, alors que la contextualisation, elle doit être le lieu d'exposition, d'explicitation du sujet. On n'entre pas encore en profondeur dans la réflexion, mais on expose juste le sens du sujet. Et le faire avec la définition, c'est très pertinent et ça permet de voir clairement que l'élève a compris le sujet. Le faire avec la citation aussi, avec même l'exemple, on peut vraiment, parce qu'on est dans le champ de la philosophie et vraiment, l'esprit ne doit pas être bridé, mais l'essentiel, c'est d'opérer un bon choix pour pouvoir amener le sujet, comme les élèves ont souvent tendance à dire, amener le sujet, c'est-à-dire camper le sujet dans un cadre bien précis et lui fixer des limites. Après, on pourra passer à l'étape de la reformulation. Cette étape-là, elle n'est pas très, très essentielle, mais quand même, c'est bien de la poser parce que c'est pour montrer que ce qu'on a exposé dans la contextualisation est en lien avec le sujet lui-même. C'est-à-dire la reformulation, comme son nom l'indique, n'est qu'une formulation à nouveau du sujet. Et on peut, c'est pourquoi vous dites, autant pour moi, les élèves disent souvent, c'est dans ce sens, c'est dans ces termes que, etc., pour reprendre effectivement le sujet. Donc, c'est une reprise du sujet qui est là pour montrer qu'il y a un lien entre ce qu'on a exposé dans la contextualisation et le sujet lui-même. Maintenant, après, la troisième étape, c'est l'étape de la problématisation. On pose la problématique du sujet. La problématique du sujet, c'est vraiment l'élément, vraiment, je dirais pas le plus important, mais c'est un élément essentiel dans cette étape-là de l'introduction. Parce que quand on ne pose pas la problématique, on ne fait pas une réflexion philosophique. Parce que j'ai dit tantôt que tout sujet recèle, revêt en lui-même un problème. C'est ça. Tout sujet comporte un problème. Et la production de la dissertation, le développement, la conclusion, même l'introduction n'est qu'une série de propositions, de réponses, de résolutions, de solutions à ce problème-là. Donc ici, la problématique, elle commence à partir de la position du problème. Lorsqu'on énonce le problème, on peut le faire, par exemple, sous la forme affirmative, comme on peut le faire sous la forme interrogative. Hein? L'exemple pratique qu'on va donner à la suite de ces explications va effectivement illustrer cela. Donc, lorsqu'on pose la problématique, c'est vraiment la partie où le questionnement philosophique surgit. On pointe du doigt l'idée qu'on a développée dans la contextualisation. Parce que l'idée qui est développée dans la contextualisation, c'est souvent une manière d'asseoir la thèse du sujet. Parce que le sujet, même s'il est formulé sous le mode interrogatif, il est compris comme étant une assertion ou une position, une affirmation, d'où on parle de la thèse du sujet. Et donc, toute thèse, toute affirmation, toute assertion en philosophie n'est pas à l'abri des critiques. Et poser le problème du sujet, effectivement, c'est le lieu de mettre en avant ces critiques-là vis-à-vis de la thèse qui a été exposée dans la contextualisation. Donc, la problématique ici qui concerne et la position du problème et les enjeux qu'on tire, des implications qu'on tire de ce problème-là est véritablement le lieu du questionnement. C'est une remise en question, c'est une manière de mettre en crise le sujet, donc la thèse du sujet, une manière de montrer les limites, les imperfections, les failles et effectivement de montrer qu'il y a possibilité d'une alternative qui est différente de ce qui a été exprimé au préalable. Donc ici, vraiment, c'est le point sur lequel il faut vraiment beaucoup insister. Déjà, quand on comprend que le sujet de dissertation
contient un problème. Et c'est la résolution du problème-là qui est véritablement le nœud qu'on doit dénouer. Effectivement, on peut, avec cette manière d'aborder le sujet, on peut véritablement bien réussir sa production de dissertation. Maintenant, je parle du plan. La plupart du temps, ce que nous observons dans les copies des élèves à l'examen, c'est que souvent, ils ne font pas le lien entre ce qu'ils ont posé dans le problème et ces enjeux qui constituent la problématique et le plan en tant que tel. Que ça soit le problème ou la problématique, même ça, c'est une annonce, ça suffit à constituer un plan de la réflexion. Parce que l'introduction, c'est véritablement la vitrine, c'est-à-dire elle annonce ce qui est à développer dans le développement, elle annonce ce qui est à analyser dans le développement. Mais là, souvent, lorsque les élèves posent le problème, souvent ils le posent sous la forme affirmative, et après, ils nous disent dans une première partie, nous allons, etc. Dans une deuxième partie, nous ferons ceci, cela. Souvent, c'est peut-être les consignes qu'on leur donne pour ce qui est de l'exercice littéraire qui souvent les amène à effectivement appliquer le même procédé en philosophie. Mais vraiment, je n'ai rien contre un plan qui est formulé sous le mode affirmatif, mais vraiment, ce qui est plus élégant, et ça c'est une position personnelle, l'idéal c'est vraiment de questionner le sujet, d'interroger le sujet, et de poser le problème et d'en dégager véritablement les enjeux. Donc voilà, de manière sommaire, ce qui constitue véritablement l'introduction. Maintenant, après avoir traité l'introduction, on passe à la deuxième étape, et l'étape du développement. Et le développement, comme je l'ai dit tantôt, n'est qu'une prise en charge de ces différents problèmes qui ont été exposés, ou de ces différentes questions qui ont été exposées dans l'introduction. Donc, dans le développement, il s'agira étape par étape de suivre le plan, parce que déjà la problématique est le fil directeur de la réflexion. Donc, dans le développement, on doit expliciter chaque partie qu'on a traitée dans la problématique, l'argumenter et l'illustrer avec des citations, avec des exemples ou avec des références. Et chaque partie doit être suivie d'une conclusion partielle. Maintenant, avant d'aborder la partie suivante, parce que si on a 2 arguments ou 3 arguments, si on a 2 arguments, on peut aménager une phase de transition entre les arguments. Le second argument va suivre le même traitement que le premier argument, c'est-à-dire explicitation, analyse approfondie, illustration avec des références, avec des citations, avec des exemples, et ainsi de suite. Donc, si on a 3 arguments, on a 2 transitions. Si on a 2 arguments, on a une transition avec effectivement des conclusions partielles. Et pour la conclusion, si le développement requiert une attention particulière, c'est-à-dire un soin minutieux, la conclusion également obéit à cette même règle. Parce que l'introduction, c'est la première impression qu'on donne au correcteur. Et la conclusion en est la dernière, donc celle sur laquelle reste le correcteur. Et l'élève doit, tout comme il a soigné l'introduction, penser également à bien soigner la conclusion. Et la conclusion, comme le développement, comme l'introduction, comporte également des étapes. On peut trouver 3 étapes dans cette partie de la conclusion. La première consiste à faire une récapitulation des différentes grandes idées qui ont été développées dans le développement. C'est une sorte de synthèse
hein. Et puis après, maintenant, la deuxième étape, c'est de répondre à la question, de répondre à la question du sujet qui nous était posée. Par exemple, si je dis la philosophie ruine toutes les certitudes, dans ma réponse, dans la conclusion, je dois montrer je dois donner, autant pour moi, une réponse précise, une réponse personnelle. Et cette réponse-là doit quand même être conforme avec notre analyse. Et après, maintenant, en dernier lieu, on peut élargir faire des élargissements de la réflexion, c'est-à-dire aménager éventuellement des perspectives. Là également, souvent, les élèves rencontrent énormément de difficultés parce que souvent, leurs perspectives sont souvent hors sujet et la perspective n'est qu'un prolongement de la réflexion. En fait, on part du sujet qu'on a eu à traiter pour quand même voir une certaine continuité, par exemple, qui concerne d'autres thèmes. Donc voilà vraiment de manière très, très, très ramassée la présentation de cette méthodologie qui est constituée de 3 grandes parties essentielles. Chaque partie contenant effectivement des étapes à ne pas négliger. Et le respect de ces étapes-là peut nous permettre véritablement de faire une bonne production. Merci beaucoup, Madame Dia. Je pense que ça a été d'une grande pertinence. Et le discours a été tellement clair que les élèves en tireraient profit. Maintenant, par rapport à certains points, je voudrais qu'on y revienne un peu. Au niveau de l'introduction, vous avez justement bien expliqué ce qu'est la contextualisation. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'introduction est la première impression quand même que le candidat donne au correcteur. Dans cette première impression, il y en a une autre qui est l'amorce, bien évidemment. Parce que ce sont les premières phrases que le correcteur va lire. Alors maintenant, là où je voudrais quand même qu'on aide ensemble les élèves, c'est par rapport à la définition des concepts. Vous l'avez dit, un n'a de sens que dans son contexte. Oui. Allô? Vous avez appelé, par exemple, que la philosophie, par rapport à ce sujet, la philosophie ruine-t-elle les certitudes? Il y a tout un ensemble de définitions possibles par rapport à la philosophie, mais c'est comme si le contexte nous conditionne à choisir quelques définitions et pas toutes les définitions. Bien sûr, oui. Et là, je voudrais peut-être proposer une appellation, parce que je le fais souvent. J'utilise la notion de présupposé lorsqu'on lit le sujet. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit que le sujet, même si c'est une interrogation, il y a une affirmation sous-jacente, une assertion sous-jacente. Bon, moi, je l'appelle souvent de présupposé. Alors, la question que je voudrais poser par rapport à cela, est-ce que selon vous, pour réussir l'amorce, en faisant la définition, on devrait prendre le présupposé comme point d'arrivée, c'est-à-dire prendre départ quelque part pour aller vers le présupposé. Autrement dit, pour aller vers cette affirmation, ou en tout cas cette thèse qui est sous-jacente à l'interrogation. Voulez-vous répéter, s'il vous plaît? J'ai du mal à bien entendre. Il y a un bruit de fond. Ah oui. C'est bon maintenant, vous m'entendez? Allô, oui? Oui, allez-y. Vous m'entendez? Oui, mais il y a des interférences, je ne comprends pas trop. Allez-y, allez-y. Oui, là, je vous entends, mais il y a... Oui. C'est bon.
Voilà, je Oui, c'est disais bon. que Oui, par rapport à la définition, oui, puisque dans le sujet, nous avons une idée qui est supposée être une oui, évidence. oui. Pour réussir maintenant la contextualisation, Mhm, ne peut-on pas considérer qu'il faut partir d'un mhm, point mhm. vers un point B? Le point B étant l'idée présupposée. Autrement Oui, bien dit, sûr. est-ce que le candidat doit, de manière astucieuse et Mhm. intelligente, partir pour venir au présupposé du sujet? Euh, oui, si je comprends bien la question, évidemment, c'est euh, souvent, je pense que l'approche qui est plus utilisée par les élèves, parce Mhm, que mhm, souvent, ils ont cette crainte-là à conceptualiser. Ils ont mhm. peur de donner, par exemple, une définition, une signification erronée des termes du sujet. Et donc, la Effectivement. manière la plus simple serait, par exemple, de partir du présupposé, c'est-à-dire de partir, d'exposer cette thèse-là, ce que tout le monde pense du sujet. Je pense que c'est de partir de la compréhension générale ou de la compréhension commune du Mhm, sujet, de l'exposer et après maintenant, lorsqu'on va poser le problème, de remettre cela en question. C'est-à-dire, effectivement. ce ne sera qu'un point de départ. Effectivement. Ça peut être compris comme étant un jugement prématuré, comme étant une Mhm, opinion. Et effectivement. puisqu'on est dans une analyse philosophique, il y a la nécessité de dépasser l'opinion pour Mhm, arriver quand parfaitement. même à une signification qui soit une signification conceptuelle. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou pas. C'est-à-dire, ce présupposé-là, on peut partir du Donc présupposé l'élève que, peut. oui, allô, Et deuxième point intéressant que vous avez oui, très bien clarifié est la possibilité de partir d'un constat général. oui, Alors, moi, d'habitude, j'attire l'attention oui, des élèves sur cette possibilité-là. C'est-à-dire, même si vous partez d'un constat général, je ne sais pas si on va partager cette position, vous allez m'éclairer. Euh, oui, je leur dis qu'il y a toujours l'obligation de définition. Même si vous partez d'un constat général, il y a certains concepts du sujet que vous ne mhm, pouvez pas ne pas définir au moment de la contextualisation. Maintenant, effectivement. partagez-vous cette position, tel est le cas. Euh, Selon vous, quels sont les quelques rudiments que l'élève doit avoir Mhm. pour quand même réussir cette possibilité-là? Oui, j'ai dit tantôt dans mon propos que la définition était vraiment la meilleure des options. Parce que avec la définition, l'élève fait montre d'un certain nombre d'aptitudes intellectuelles. C'est pas évident quand même parce que la conceptualisation demande à ce qui est un certain niveau de compréhension. Donc, on passe de ce qui est général pour en arriver à une unité conceptuelle. Et c'est aussi pourquoi on passe de la notion au concept. Donc, ça, c'est un travail vraiment intellectuel, éminemment philosophique. Et si l'élève arrive à, à réussir cette aptitude-là, c'est un bon point. Maintenant, l'expérience nous montre dans nos classes et à l'examen même, que souvent, les élèves se contentent. C'est pourquoi j'ai Très dit bien. tantôt qu'il faut éviter les contextualisations trop sommaires. Même Effectivement. s'ils partent de l'opinion commune, s'ils partent de ce point de départ qui est général, ils n'arrivent pas à partir de ce point de départ-là, arriver à véritablement Très bien. conceptualiser la compréhension du point de départ. Donc, par je sais pas, par paresse ou par... nous-mêmes, professeurs, on a souvent tendance à cautionner cela. C'est-à-dire, si l'élève part de la conceptualisation, si l'élève part de la définition, c'est bon.
s'il part du point de départ de l'opinion commune, là également on valide, même s'il ne définit pas les concepts. Effectivement. C'est-à-dire, il va partir d'une analyse qui est générale. Oui. Il est généralement admis que la philosophie rejette ou recuse les certitudes établies, etc. Mais après, ils ne vont pas expliquer ce que cela veut dire, certitude établie. Ils ne vont pas expliquer cette dimension critique de la philosophie qui rejette ces certitudes établies. Mais il serait beaucoup plus adéquat même si on part du présupposé, la conceptualisation devient véritablement un impératif parce que ça permet à l'élève de montrer qu'il est capable effectivement de signifier les termes qui composent le sujet. Parfaitement. Maintenant, par rapport à la problématique, généralement, comme nous tous nous le savons, la philosophie est une activité de problématisation. Déjà, comme je le dis souvent, la raison d'être même de la philosophie, c'est les problèmes. Nous pouvons nous rappeler cette phrase de Bertrand Russell disant « Dès que nous pensons conformément à la philosophie, même les choses les plus ordinaires de la vie posent des problèmes auxquels on a des réponses très incomplètes. » Donc, nous l'empruntons, mais nous le faisons déjà parce que nous vivons véritablement cette attitude critique de l'exercice philosophique. Maintenant, dans une présentation, s'il n'y a pas cette problématisation, est-ce que l'élève ne dévalorise pas sa propre copie, son raisonnement? Effectivement, c'est ce que je dis à mes élèves. Je leur dis, vous produisez une rédaction et non pas une dissertation. Parce que dans la dissertation philosophique, il y a toujours ce volet critique-là. Et le volet critique, on ne peut pas le mettre en exergue si on ne détecte pas le problème, si on ne pose pas le problème et si on n'essaie pas de résoudre ce problème-là. Donc, cette phase de la problématisation est obligatoire pour pouvoir réussir une bonne introduction. Tout comme la phase de la contextualisation, parce que si on fait une mauvaise contextualisation, mais ça va également impacter sur la position du problème. Oui. La phase de la problématisation est vraiment le cœur même de l'introduction. Parce que c'est là où le philosophe, ou l'apprenti philosophe qu'est l'élève se prononce. C'est là qu'il se présente et c'est là qu'il indexe du doigt le sujet ou la question qui lui est posée. Donc, cette phase-là, elle est véritablement importante et elle est essentielle. Et j'invite les élèves à s'exercer et à prendre des sujets même en ne faisant pas la contextualisation, de s'exercer à comment poser le problème du sujet, comment du problème arriver à tirer des implications pour qu'on puisse avoir une problématique qui peut effectivement prendre en compte et cerner tous les contours du sujet ou toutes les dimensions du sujet. Okay. Maintenant, pour réussir cette étape, est-ce pertinent selon vous, au niveau du travail de brouillon que l'élève mentionne, la première évidence du sujet ou l'évidence apparente du sujet? Parce que, comme nous l'avions dit tout à l'heure, devant le sujet, dès la première lecture, à première vue, il y a une idée qui se dégage. Maintenant, cette idée pourrait être défendue éventuellement comme la thèse dans le développement, mais une thèse qui peut ne pas être absolue. Allô? Dans ce cas, oui, une thèse qui peut ne pas être absolue. Oui. Alors, dans ce cas, si elle n'est pas absolue, si la vérité de la thèse n'est pas absolue,
conséquemment, une vérité relative à laquelle on peut trouver d'autres vérités qui peuvent lui être des objections. Oublions. L'élève ne peut-il pas, par exemple, mentionner cette première idée qui va lui servir de thèse, et sous cette idée, mentionner objection ou bien limite, et essayer de répertorier toutes les idées qui constituent des limites à la thèse. Après quoi, il peut maintenant essayer de poser des questions, de formuler des questions là-dessus pour quand même formuler la problématique. Que pensez-vous de cette astuce? Mais c'est l'astuce qui est généralement utilisée, hein, parce qu'elle est la plus simple. Lorsque vous dites que le sujet, c'est une thèse, c'est une assertion, ça peut être celle d'un philosophe, ça peut être celle d'un non-philosophe, mais c'est soumis à une réflexion philosophique. Et on sait bien qu'en philosophie, il n'y a pas de vérité absolue. La vérité, elle n'est jamais dite de manière définitive. Donc, aucune vérité, et Thomas le disait, hein, qu'en philosophie, aucune vérité, si vénérée soit-elle, ne peut, je cite en substance, échapper à la critique, au crible de la pensée critique. Donc, toute assertion, toute affirmation peut faire l'objet d'une critique, d'une remise en question. Donc, si l'élève conçoit que le sujet est une assertion, qu'il soit d'un philosophe ou non, que ça soit formulé sous le mode interrogatif ou non, c'est une assertion, donc c'est une thèse. Et il peut, s'il comprend que le problème est le lieu du questionnement, de l'interrogation, de ce qui a été développé dans la contextualisation, effectivement, c'est cette thèse-là, il peut mentionner la thèse dans le brouillon, essayer de manière très simple, hein, de remettre en question cette thèse-là par le questionnement. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple ici, on a dit la philosophie ruine toutes les certitudes. Qu'en pensez-vous? L'élève qui s'initie pour la première fois et qui va de manière, disons, très, très simple, il peut, par exemple, à partir de la thèse, la philosophie ruine toutes les certitudes. S'il remet en question, s'il doute de cette vérité de la thèse, c'est-à-dire si cette thèse-là n'est pas absolue, il peut avoir des doutes. Et avoir des doutes, c'est quoi? Il peut questionner le sujet, le remettre en question. En faisant quoi? En disant, en ayant des réserves par rapport au sujet. Il peut dire, la philosophie ruine-t-elle toujours? Ou cependant, la philosophie ruine-t-elle toujours toutes les certitudes? Et là, on sent nettement que il s'oppose véritablement à la thèse. Dès qu'il commence à poser l'interrogation, il remet en question la thèse. Il s'oppose à la thèse du sujet. Et dans ce cas-là, ce sera une autre alternative, comme vous dites. Et à partir de cette opposition-là, de la position du problème, on peut effectivement tirer des conséquences, voir quelles sont les implications qui font que on ne peut plus admettre l'idée que la philosophie ruine toutes les certitudes. Donc, c'est une méthode, une manière très simple et très astucieuse pour un débutant de pouvoir poser le problème du sujet et les enjeux qui découlent de ce problème et que le tout constitue la problématique. Ok, très bien. Donc à partir de l'exemple que vous venez... Oui, Khalidou. Oui, il y a une question de la part d'un participant. Oui. Voilà, qui vous dit, est-ce que les élèves sont obligés de citer? Est-ce que? J'entends pas. Est-ce que les élèves sont obligés de citer des auteurs dans le traitement d'une épreuve de philosophie? Oui. Obligés,
J'ai envie de trancher la poire en deux. Oui, quand on dit obligé, c'est-à-dire l'idée, c'est pas une obligation, mais c'est comme qui dirait une suggestion qui a des contours d'une obligation, d'un impératif. Parce que quand même, la citation permet d'asseoir l'idée. Lorsque, par exemple, l'élève argumente, il analyse et il évoque un auteur qui partage le même point de vue qu'il a défendu ou le même point de vue qu'il a exposé, c'est pour donner du crédit à son argument parce que le philosophe qu'il cite, il est une référence dans son domaine. S'il cite Descartes, s'il cite Platon, c'est quelqu'un qui est scientifiquement reconnu dans son domaine, qui est une référence et effectivement qui a du crédit. Donc, ça donne du poids à l'argument et c'est pour montrer que ce que l'on dit, on ne le dit pas juste parce qu'on a envie de le dire, mais qu'il y a un fondement et effectivement, la citation est là pour conforter hein, la position que l'élève peut défendre ou non. Donc, elle est vraiment, elle est importante. Hein. C'est comme si vous faites une dissertation, il n'y a pas de citation, le style va être un peu insipide. Hein. Mais quand même, ça n'empêche pas que si l'élève fait un bon raisonnement pertinent, et ça va même ensemble. Un élève qui a quand même la capacité à élaborer un raisonnement cohérent, rigoureux, pertinent, qui ne fait pas hors sujet, cet élève-là, nécessairement, doit être doté d'une bonne culture philosophique, d'une assez bonne culture philosophique. Donc, je pense que on ne peut pas, je ne sais pas, sanctionner un élève négativement parce qu'il n'a pas cité, mais quand même, la citation, quand même, elle est importante dans la dissertation. Oui. Effectivement, pour ajouter juste un mot là-dessus, vous avez bien répondu à la question. Bon, maintenant, moi, ce que je dis très souvent, c'est que tout dépend des sujets qui sont donnés. Si, par exemple, les sujets qui sont donnés, les éléments de traitement ont été déjà donnés aux élèves en classe, il y a une obligation. Dans ce cas, moi, je dis que la contrainte, elle est là. L'élève est obligé de connaître ces doctrines pour pouvoir en faire usage. Par contre, maintenant, si on interpelle quelqu'un dans le champ de la philosophie sur un point qui n'a pas fait l'objet d'études préalables, bien évidemment, l'individu, par sa capacité de raisonner, peut mettre en place une réflexion pertinente, n'ayant pas au préalable acquis un savoir livresque lui permettant de donner des auteurs et leurs propos. Parce que les hommes ne sont pas des bibliothèques ambulantes et que la citation n'est ni un extrait de texte. Bien évidemment. Et la citation, elle n'est pas que... Je disais tout à l'heure qu'en philosophie, les choses ne sont pas... comment dire... il n'y a pas... les choses ne sont pas cloisonnées comme ça, fermées. Non. C'est vrai qu'il est évident qu'on doit citer les philosophes, mais en dehors du champ de la philosophie, on peut évoquer également des auteurs qui sont non philosophes, mais qui se prononcent sur le même thème hein, ou sur la même idée et qui sont reconnus aussi scientifiquement. Hein. Pourquoi pas ne pas citer un Hugo, pourquoi pas ne pas citer, je ne sais pas moi, un écrivain africain hein, qui n'est pas philosophe, mais si sa citation, son affirmation a une portée philosophique, pourquoi pas ne pas le convoquer? Donc, la citation, elle est vraiment importante parce qu'il y a des aptitudes qui sont mises en avant. Et aussi, l'élève doit faire montre d'une certaine richesse quand même intellectuelle, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je suggère aux élèves de citer. Maintenant, il y en a qui ne peuvent pas apprendre par cœur ou retenir par cœur les citations. Ça, c'est selon la nature de chacun. OK? Mais souvent, lorsque on leur
donnent le cours, ils peuvent, par exemple, prendre les citations, les écrire dans un carnet, essayer de les retenir. Encore que sur les conseils pratiques, j'ai insisté quelque part dans le document que la citation aussi ne fait pas le devoir. Hein. La citation n'est là que pour illustrer l'argument. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on fait un assemblage de citations qu'on fait une bonne dissertation aussi. Ce n'est qu'à titre illustratif. Très bien. Maintenant, avez-vous d'autres questions? Oui, il y a une autre question. On vous dit, la synthèse était Je n'entends pas. Oui. La synthèse est-elle obligatoire dans une dissertation philosophique? Excusez-moi, Khalidou? D'accord. Allô, M. Dien? Oui, c'est tout. Maintenant, il y a une interférence à ton niveau. C'est-à-dire que parfois, on n'entend pas ce qu'on dit à cause de ton micro ouvert. Oui, là, mes oreilles sont en train de souffrir. J'entends pas. Oui. Maintenant, quand Mme Dia ou bien M. Si ou bien un autre parle, c'est-à-dire que vous pouvez désactiver ton micro, votre micro, comme ça, on pourra bien entendre. Merci. Oui. Là, j'ai vraiment des problèmes pour entendre. Merci beaucoup, Aïssatou. Donc, j'ai essayé de les interpeller, mais à un moment donné, ils ne m'avaient pas entendu. Comme si quelqu'un d'autre nous prend la parole, que les autres veuillent fermer leur micro, s'il vous plaît. Voilà, maintenant la question, c'est la synthèse est-elle obligatoire dans une dissertation philosophique? La synthèse est-elle obligatoire? Ça, il faut aussi se départir de cette compréhension-là du traitement de la dissertation. Parce que souvent, il y a ce que l'on appelle le plan progressif, le plan dialectique qui comporte la thèse, l'antithèse et la synthèse. Si ma mémoire est bonne, je n'ai vu nulle part où il est écrit qu'il est obligatoire, impératif de faire dans un devoir thèse, antithèse et synthèse. Maintenant, c'est l'orientation même de la réflexion, la logique même de la réflexion qui nous amène à adopter un plan ternaire, c'est-à-dire thèse, antithèse et synthèse. Mais une réflexion peut bien s'arrêter à une thèse et à une antithèse. Ça dépend. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire de manière péremptoire, voilà, pour qu'il y ait un bon plan, il faut qu'il y ait une thèse, une antithèse et une synthèse. Ça dépend de la portée des sujets, ça dépend effectivement de la logique du raisonnement. Donc, on peut bien avoir un sujet qui est seulement binaire, c'est-à-dire qui comporte seulement deux parties, une thèse et une antithèse, ou un sujet où on peut avoir thèse, antithèse et synthèse. La plupart du temps, il ne faut pas souvent mettre cela en avant. C'est une question de logique et de cohérence. Vous verrez que si vous ne vous occupez même pas de quel plan ça va être, ne serait-ce que la prise en charge des questions que vous devez traiter dans le développement, questions qui sont évoquées dans l'introduction, cette prise en charge-là, j'ai envie de dire, ça va de soi. C'est quelque chose qui vous mènera étape par étape à en arriver même à une synthèse et qui s'imposera d'elle-même, sans pour autant qu'au préalable, vous n'ayez cette vision-là qu'il faut nécessairement thèse, antithèse et synthèse. Voilà, donc ça dépend de la logique du raisonnement et ça dépend également de la portée des sujets. Effectivement, hein, je suis parfaitement d'accord sur cette réponse. Hein. Oui, Khalid. Oui, bon, pour l'instant, il n'y a pas d'autres, il y en a pas d'autres questions. Hein. D'accord. Oui. Et surtout, donc, autre chose à préciser? Oui, c'est bien. Je pense que c'est bon, hein? Khalidou? D'accord. On en vient au conseil pratique, ou bien?
Allô? Madame Dia, vous avez quelque chose à ajouter? Allez-y. Oui, j'ai dit, je demande si on peut en venir au conseil pratique à proprement parler. Oui, on y va. Allô? Allez-y, allez-y. Vous y êtes. Ok. Donc, ça, c'est des conseils qui sont très simples et qui peuvent véritablement beaucoup aider. Hein? Il y a des choses à éviter et des choses qui est conseillé de pratiquer pour bien aborder la dissertation. Lorsque le candidat est devant sa copie, le jour de l'examen, il y a quand même une certaine disposition mentale à adopter et qui nous permettra, non seulement, peut-être c'est inconscient, mais c'est des points positifs quand même qui peuvent nous permettre d'embrasser à bras le corps le sujet et de le traiter sans stress. Voilà. Le premier conseil, qui est valable dans toutes les disciplines, c'est à chaque fois qu'on présente à l'élève un sujet, la première attitude naturelle, c'est bien entendu de lire le sujet. Et il ne suffit pas de lire le sujet, mais il suffit de bien lire le sujet. Parce qu'une bonne lecture peut nous permettre de bien comprendre le sujet. Donc, cette lecture-là, elle doit non seulement être attentive, mais elle doit également être active. Parce qu'on a évoqué tout à l'heure la phase de l'analyse dans la prise en charge de la dissertation. Et cette phase de l'analyse, si on l'a réussi, c'est pratiquement, je dirais, 70% de réussite. Parce que avec l'analyse, on a vraiment élaboré le schéma de notre réflexion déjà dès le début au brouillon. Et ça ne nous permettra, lors de la rédaction, que de dérouler les idées qui ont été déjà planifiées dans le brouillon. Et la lecture fait partie de l'analyse parce que ça doit être une lecture qui est non seulement attentive, lire plusieurs fois le sujet. On entend souvent dire cela, lire 3 fois. 3 fois, ça ne suffit pas. Il faut lire plusieurs fois le sujet et stylo en main ou crayon en main, cette lecture-là, elle doit être active, repérer les notions du sujet. Souvent, les sujets au bac comportent 2 notions essentielles ou 3. Et j'ai même envie de dire que tout est clé dans le sujet, même les verbes, la nature des verbes, le temps des verbes, les adverbes. Tout est important. Et donc, rien à laisser au hasard, rien à laisser en rade. Il faut vraiment être très, très minutieux et bien lire le sujet. Et cette lecture-là nous permettra de bien analyser le sujet. Donc, à chaque fois qu'on vous donne, on vous donne 2 exercices. C'est une dissertation, c'est un texte à expliquer et à discuter. Et la dissertation, elle est accompagnée d'une consigne. Et il faut respecter cette consigne-là. Et la lecture, non seulement de l'intitulé et de la consigne, mais ça participe effectivement à la bonne compréhension du sujet. Et lorsqu'on a fini de lire le sujet, mais il faut faire également un bon choix. Un bon choix du sujet. En dissertation, on a 2 sujets. Il faut voir entre les 2 sujets lequel est plus simple à comprendre. Et ça, l'élève lui-même le sait. Il a eu à étudier toute une année un programme et il y a des leçons qu'il maîtrise bien, mieux que d'autres. Donc, si par exemple, il arrive à tomber sur un sujet qu'il maîtrise, qui porte sur un thème développé en classe qu'il maîtrise parfaitement, mais il peut logiquement faire le choix de ce sujet-là au lieu, par exemple, de prendre un autre sujet où il n'est pas très à l'aise.
Donc, j'ai dit bien choisir le sujet, c'est-à-dire prendre le sujet où on pense avoir le plus de connaissances et prendre le sujet qu'on maîtrise le mieux. Il ne faut pas se fatiguer ni se compliquer la vie. Donc, vraiment, un choix est très, très lucide, chers élèves, et pour le choix, faites le bon choix parce qu'un bon choix, effectivement, participe à la réussite d'une bonne production de dissertation. Et lorsque vous opérez le choix, évitez de revenir sur son choix. Ça aussi, malheureusement, beaucoup d'élèves le font. Vous voyez des élèves qui traitent un sujet pendant une trentaine de minutes comme ça et qui laissent de côté ce sujet-là et prennent un autre sujet juste parce qu'ils n'ont pas su choisir le bon sujet à temps. Donc, vraiment, faites un choix optimal des sujets qui se présentent à vous. Parce que non seulement si vous revenez sur votre choix, vous perdez du temps et ça, moralement, c'est déstabilisant, ça peut vous porter préjudice parce que là, vous êtes angoissé, il y a l'adrénaline qui monte et vous êtes complètement dans une confusion totale et vous pensez que vous avez tout oublié. Tout ce qui a été stocké dans la mémoire a été perdu. Et donc, c'est un état qui n'est pas, disons, très, très aisé. Et il faut vraiment l'éviter en faisant et en opérant pour le choix d'un sujet vraiment qui est très simple et qui est accessible pour vous. Donc, je ne vois pas bien. L'autre, Mouchissi? Chissi? Oui, oui, oui. Vous m'entendez? Je ne vois pas bien. Oui, là. oui, je vous entends, oui. Ok. Vous êtes au niveau, éviter de juxtaposer des citations en guise d'argument. Voilà, là, je l'ai évoqué tantôt. Le fait de penser qu'une dissertation philosophique bien agrémentée en citation peut permettre de réussir sa production. Non, là, c'est plutôt le contraire. Hein. Vous voyez dans les copies des élèves, selon Kant, selon Descartes, hein, selon Hegel, etc., etc. Mais comme j'ai dit tantôt, la citation, comme son nom l'indique, elle n'est là que pour illustrer. Elle n'est là que pour, disons, matérialiser ce que vous avez eu à expliquer. C'est ça l'objet de la citation, c'est ce à quoi ça sert. Elle est importante, certes, dans la démarche de la réflexion, mais quand même, tout le corps du devoir ne doit pas juste s'appuyer sur des citations. Et il est opportun également, quand vous choisissez des citations, quand vous faites des citations, d'expliciter ces citations-là. Ça, c'est pour permettre peut-être au non-philosophe qui va vous lire de mieux comprendre. Et non seulement il y a ça, mais également pour montrer à votre correcteur, parce que votre correcteur, c'est votre vis-à-vis. C'est avec lui que vous parlez à travers la copie. Voilà, montrez-lui que vous avez les aptitudes nécessaires pour penser par vous-même, pour réfléchir par vous-même, pour essayer de résoudre le problème qui est contenu dans le sujet à travers une argumentation cohérente, à travers un raisonnement logique et effectivement en mettant tout cela en avant avec une bonne connaissance philosophique, une bonne culture philosophique. Donc les citations, c'est important, mais il n'est pas dit qu'il faut les utiliser à tort et à travers. Il y a également, à propos des citations aussi, souvent, les élèves, et ce qui est fréquent, ils se confrontent à cet écueil-là de confondre les auteurs.
Hein? Et ça, c'est impardonnable en philosophie, parce que la philosophie, c'est le champ par excellence de la contradiction, de l'opposition des avis. Donc, il y a souvent des courants de pensée qui sont diamétralement opposés. Si vous prenez le matérialisme, l'idéalisme, si vous prenez, par exemple, les métaphysiciens et les empiristes, etc. Donc, c'est des courants de pensée qui s'affrontent tout le temps. Donc, imaginez, vous prenez par exemple, ou des auteurs qui s'affrontent tout le temps. Vous prenez par exemple une citation de Platon, vous dites que c'est Nietzsche. Ça, c'est, voilà. Vous prenez une citation de Marx, vous dites que c'est Hegel, etc., etc. Et souvent, les élèves font cette confusion-là et c'est des confusions à éviter vraiment. Lorsque vous citez, ayez cette probité, cette honnêteté intellectuelle à non seulement citer convenablement, c'est-à-dire de la manière dont ça a été énoncé par l'auteur, parce que ces propos-là ne vous appartiennent pas. Donc, soyez fidèles aux propos de l'auteur, mais également soyez fidèles à la paternité de, voilà, il ne faut pas affecter une assertion de quelqu'un, d'un philosophe à un autre. Ça ne se fait pas. Donc, il faut vraiment être vigilant sur ce point-là. Si vous ne savez pas, alors n'inventez pas, hein, parce que vous savez que le philosophe a constamment le souci de la vérité. Et il ne faudrait pas, voilà, énoncer des contre-vérités ou des inexactitudes hein, dans le raisonnement même philosophique. Donc, c'est véritablement à éviter. Alors, oui, monsieur Si. Monsieur Si. Voilà, on a dit éviter des généralités dans l'analyse. Ça aussi, souvent les élèves le font. Au lieu de cerner le sujet, de cerner le problème du sujet, la réflexion part dans tous les sens. C'est une analyse superficielle qui n'approfondit pas les idées et vous êtes là à flotter hein, à la surface au lieu de résoudre le problème qui est posé dès le départ dans l'introduction. Donc, il faut être très regardant. Sachez que l'introduction est vraiment la vitrine. Elle annonce ce qui est à développer dans le développement. Donc, vous devez vraiment être fidèle à ça, hein, qu'il y ait cette congruence-là entre ce que vous avez énoncé dans l'introduction et ce que vous allez traiter dans le développement. Mais parfois, vous voyez souvent même des élèves qui font des digressions dans l'analyse, qui parlent d'un certain nombre de choses qui, certes, peuvent être en relation avec ce qui est traité, mais qui vraiment n'ont aucun impact significatif dans la résolution du problème qui est posé ou qui même alourdissent un peu le style. On a comme l'impression que ce n'est que du remplissage en fait. Voilà, et ça, il faut véritablement éviter cela. Et ce qu'ils le font souvent, c'est souvent les élèves qui s'adonnent à la restitution mécanique du cours. Ça aussi, c'est un autre élément, une autre erreur qu'il faut éviter. Hein, parce que lorsqu'on vous propose un sujet de dissertation, c'est pour vous inviter à réfléchir, c'est pour vous inviter à penser. Et c'est l'occasion euh, de montrer que vous êtes capable de penser par vous-même, que vous avez cette autonomie intellectuelle à, certes, vous allez vous appuyer parce que c'est ça qui va vous servir de béquille là, sur la leçon, sur vos connaissances livresques, philosophiques, etc. Mais quand même, il faut qu'il y ait cette appropriation-là du sujet, que vous soyez capable de penser par vous-même, de mener une réflexion qui est personnelle. Et donc, si c'est bien mené, c'est logique, ça coule de source. Vous verrez que non seulement vous allez éviter les généralités, mais vous n'allez pas vous contenter d'une simple restitution mécanique. Et la restitution mécanique,
votre réflexion n'a pas une dignité philosophique véritablement, parce que ce qu'on attend de vous, vous ne le donnez pas. Donc, dans ce cas-là, le correcteur n'est pas du tout satisfait et il peut sanctionner négativement. Et même si n'est pas votre prof, si vous faites une restitution mécanique avec des généralités, parce que le sujet peut juste concerner un point du cours. Donc, imaginez, vous faites toute une littérature en restituant tout le cours, en parlant des aspects peut-être qui ne concernent pas directement le sujet qui vous est proposé. Vous risquez carrément de faire du hors-sujet. Et ça, c'est à éviter aussi. Hein? Donc, écrire lisiblement et éviter les fautes. Là également, c'est un autre problème. Parce que la production, c'est à la fois la forme et le fond, hein, la présentation. Lorsque vous présentez votre devoir, sachez que, j'ai dit tout à l'heure, vous avez un vis-à-vis, c'est votre correcteur. Donc, non seulement vous devez apprendre à le respecter intellectuellement, mais vous devez également le pousser à vous respecter aussi intellectuellement. Et ce respect-là commence par vous-même. C'est vous-même qui devez vous respecter d'abord. Voilà, en faisant quoi? Mais préparer un brouillon, travailler dans le brouillon. Maintenant, il y a la phase de la rédaction. Et pour cela, la gestion du temps également, un autre point sur lequel on va revenir, est important. Il faut quand même aménager un brouillon. Souvent, la plupart du temps, les élèves ne font le brouillon que dans l'introduction. Alors que vous pouvez, dès l'analyse, si l'analyse elle a été bien réussie, la rédaction, elle devient facile. Donc, faites le plan du travail. Aménagez un brouillon et maintenant recopiez au propre, hein, parce que c'est la copie que vous devez rendre. Et cette copie, elle doit être lisible. Elle doit être bien présentée. Elle doit être propre parce que c'est le fruit de votre intelligence. Donc, une copie qui est malpropre, qui est raturée, il y a du blanco, c'est sale. C'est-à-dire que ça reflète un peu votre personnalité en quelque sorte. Voilà, ça veut dire que vous-même, vous ne vous respectez pas en donnant, parce que c'est quelque chose que vous donnez. Ça vient de vous. Donc, apprenez vraiment à être très regardant sur ça et à être rigoureux, à bien présenter vos copies, que ça soit lisible, que le stylo soit vraiment en bon état et que la langue, l'expression, hein, la clarté dans les idées soit véritablement au rendez-vous. Oui, Madame Ndiaye? C'est monsieur C, je sens que vous avez envie vraiment de donner aux élèves tellement de conseils, tellement de choses à éviter. Oui. Je sens qu'on ne voit plus que l'heure est en train on a largement dépassé l'heure. Ah oui, c'est vrai. Juste bon, je vais vous donner juste un cas pratique. Hein? J'entends pas bien, vous dites? Hein? Je disais, bon, juste une application d'un sujet qui est là devant vous. Oui. On vous dit, est-il raisonnable de désobéir à la loi? Oui. Est-il raisonnable de désobéir à la loi? Oui. Alors, si on vous demande de faire une analyse de ce sujet, oui. qu'allez-vous faire? Je vais d'abord, comme j'ai dit, au brouillon, écrire le sujet au brouillon, faire la lecture attentive et active en soulignant les mots-clés. Et j'ai dit tantôt que tous les mots sont clés. Les notions sont clés, les verbes, etc. Même le temps où les verbes sont conjugués et essayer de les définir. Donc, si je prends le sujet, je souligne d'abord. Allô? Voilà. Je vais repérer les concepts. Qu'est-ce qu'on a ici? On a raisonnable, on a loi, on a désobéir. Donc, si je prends le terme raisonnable, j'essaie de définir. Raisonnable, c'est quoi? C'est ce qui est juste, légitime.
ce qui est utile, nécessaire et moral. J'ai dit tantôt que les mots en français sont polysémiques. Donc, on verra prendre les mots qui sont vraiment les plus indiqués et qui sont conformes à l'orientation du sujet. Donc, ici, on va choisir pour donner le sens de raisonnable, c'est-à-dire ce qui est légitime, ce qui est juste. Ça peut également revêtir un aspect moral. Hein? Donc, c'est pourquoi on a mis ce qui est juste, légitime, utile, nécessaire, moral. Donc, désobéir, c'est quoi? Se révolter, refuser, résister, ne pas se soumettre, etc. Transgresser. Hein? Et la loi, la règle, la norme posée par une société. Cette loi-là, quand on dit la loi, elle est plurielle. Elle peut être de nature juridique, elle peut être morale, elle peut également être naturelle. Hein? Et ce que les élèves ne font pas souvent, c'est faire attention aux verbes et au temps des verbes. Hein? Souvent, le verbe être, lorsqu'on définit, est-ce que la thèse du sujet, est-ce que ça tend à définir? Est-ce que ça pose une question, etc., etc. Donc, ici, les verbes sont importants. Il ne faut pas les négliger. Et ici, on a affaire au verbe être. Il faut s'intéresser à la nature du verbe. C'est un verbe d'état. Quelle est la fonction des verbes d'état? C'est d'indiquer la nature d'une chose ou d'un être. Et en plus de cela, non seulement quand on dit ça, quand on parle de la nature et de l'essence d'une chose ou d'un être, on est dans une certaine logique de quelque chose qui est figé, qui est fixe, donc qui dure dans le temps. Est-ce que vous voyez? Donc ici, lorsqu'on prend le temps également auquel ce verbe-là est conjugué, c'est le présent de l'indicatif. Et on sait aussi que le présent de l'indicatif, c'est le temps qui indique la permanence, la fréquence, la continuité. Donc, vous voyez que ce verbe être là, il est chargé et ce n'est pas à négliger. Lorsqu'on me dit, est-il raisonnable de refuser est-il raisonnable, autant pour moi, de désobéir à la loi? Oui, je suis oui. Oui, je disais même sur ce même, je vais vous poser la question, par exemple. J'entends pas. Je disais, pouvez-vous nous donner deux exemples, un ou deux exemples de reformulation de ce sujet, par exemple? Oui, on peut le reformuler de la manière suivante, parce que j'ai dit, on peut comprendre le terme raisonnable par légitime. On peut dire, est-il légitime de désobéir à la légalité? Ou bien, tout simplement, est-il raisonnable de refuser de se soumettre aux lois de sa société? Et dans ce cas-là, quand on reformule le sujet, si on s'intéresse à l'idée que le tout sujet est une assertion, une affirmation, une position, on sous-entend qu'ici, il est raisonnable de refuser de se soumettre aux lois de sa société. Il est raisonnable, il est légitime de désobéir à la légalité. Et il est même moral de transgresser, par exemple, les lois de son pays. Maintenant, c'est cette idée-là qu'il faut exposer dans la contextualisation. Parce que c'est au niveau de la problématique, lorsqu'on va poser le problème, qu'on va essayer de nuancer la portée de cette affirmation qui est sous-tendue, qui est en toile de fond dans la question est-il raisonnable de désobéir à la loi? Donc la reformulation, elle est importante parce qu'elle nous permet de mieux saisir le sens du sujet. Et si elle est reformulée de manière explicite, alors il devient très facile de remettre cela en question. Autrement dit, d'essayer de trouver une alternative à cela, comme disait tantôt M. Jean, et de dire que ce n'est pas que la seule vérité possible, ce n'est pas une vérité absolue. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une autre vérité qui puisse une autre vérité qui peut objecter, qu'on peut objecter autant pour moi à cette vérité première qui est qu'il est raisonnable de désobéir aux lois de sa société. Et dans ce cas-là, on va poser la problématique. Hein? On va indiquer le problème que pose le sujet. Le sujet pose le problème de la légitimité de désobéir ou non aux lois. Mais est-il toujours raisonnable
de désobéir aux lois de la société dans laquelle on vit. Voilà comment on pose le problème. Le problème, il est là pour pointer du doigt ce qui ne va pas de soi dans l'assertion première, autrement dit, dans la thèse qui a été posée par le sujet. Donc, à partir de là, dès l'instant qu'on remet en question cette thèse-là, nécessairement, cette remise en question, qui est une position opposée à la thèse, doit avoir des implications logiques, doit avoir des conséquences. Et c'est à ce niveau-là que les élèves peinent souvent. Parce que pour eux, la problématique, c'est juste une série de 2 ou 3 questions qu'ils posent comme ça en disant dans quelle mesure, dans quel sens, pourquoi ou comment. Non, à chaque fois qu'on pose le problème, le lien doit être explicite. Il faut nécessairement dégager les enjeux de ce problème-là. Et le problème, plus ces enjeux, mais c'est ça véritablement qui constitue le nœud de la réflexion. Et dans le développement, on essaiera de dénouer ce nœud-là qui est la solution au problème qui a été exposé et auquel on nous a invités à réfléchir et à apporter une solution. Alors, merci beaucoup. Oui. Je crois que oui. Bon, nous sommes au terme de notre synthèse. Déjà? On a largement dépassé le temps même. Je suis désolée. C'était juste prévu pour une heure de temps, mais tellement que c'est agréable et tellement que c'est intéressant. Et nous tous, nous n'avons pas vu l'heure. Sinon, je ne sais pas, bon, M. Jean, si vous avez un dernier mot à dire avant de nous quitter. Et aussi, merci beaucoup, Khalidou. Juste féliciter Madame Dia pour vraiment sa pertinence. Les réponses ont été d'une grande pertinence et bon, ça ne me surprend pas parce que on s'est déjà connus. Donc, c'est quand même une amie vraiment qui a toujours été ainsi. On sent vraiment de la limpidité dans ses prises de parole. Félicitations, Madame Dia, et merci à toute l'équipe. Merci beaucoup, mais c'est moi. Allô, merci, c'est moi qui vous félicite vraiment pour cette initiative. C'est salutaire hein, pour nos élèves. Non seulement ça nous permet à nous d'être habitués à ces nouvelles approches, hein, parce qu'il faut quand même adapter l'enseignement de la philosophie aux nouvelles technologies. Et je pense que c'est une excellente chose. Je dis bravo à toute l'équipe de CENOM et un bravo spécial à ma sœur de cœur. Elle se reconnaîtra. Je la remercie. Voilà, Madame Tia, bon, vraiment, c'est à nous de vous remercier, ainsi que M. Papa Déthiédien. Vraiment, oui. Le CENOM a été très ravi de vous accueillir dans cette synthèse. Et j'aurais bien aimé, avant qu'on se quitte, qu'on allume nos vidéos et au moins qu'on puisse dire au revoir à nos internautes. Et... Ok, le plaisir est partagé. Et je vous dis, hein, on vous donne rendez-vous encore tout à l'heure à partir de 20h. Cette fois-ci, on va pivoter à 90 degrés pour tourner vers la physique-chimie. Et on va recevoir aujourd'hui encore un docteur, un professeur vraiment chevronné et qui va nous parler de la cinétique chimique. Donc, ça sera à partir de 20h et je dirais qu'aujourd'hui, les élèves sont très, très, très gâtés. Donc, on va essayer d'allumer nos vidéos et on se dit au revoir et très sincèrement, souhaiter la bonne chance à tous nos candidats. Sinon, merci beaucoup à vous. Ok. Vous voyez? Merci. Ok, merci beaucoup. C'est bon? Oui, allez, bon, merci beaucoup et au revoir. Ok, merci beaucoup. Merci à vous.